Imaginez que vous vivez dans un pays et que lors d'une journée comme les autres, le gouvernement n'arrive plus à trouver assez d'investisseurs pour refinancer sa dette. Quels seront les moyens d'action qu'il va mettre en place pour quand même pouvoir boucler son budget? Et comment éviter d'être la personne qui va payer les pots cassés? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si vous vous trouvez dans la situation où votre État vient de faire faillite, la chance qu'on a, c'est qu'on a déjà un petit recul sur ce qui se passe quand un État fait faillite. Vous avez par exemple un certain nombre de pays comme la Grèce, l'Argentine, Chypre, qui ont fait faillite il n'y a pas si longtemps que ça, et donc on peut s'inspirer des mesures qui ont été prises par ces pays à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui peut vous tomber sur la tête. Alors quelles sont les mesures qui sont prises pour un pays qui est trop endetté? Alors, la première mesure, en fait, elle est assez simple. C'est ce qu'on appelle le contrôle de capitaux ou le contrôle d'échange. Ça signifie relativement clairement que, vu que vous avez un problème de financement de votre dette, vous n'allez pas laisser la possibilité à vos citoyens de pouvoir la vendre. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer accès, entre guillemets, au compte bancaire, ou en tout cas au livret d'épargne réglementé qu'il y a dans votre pays, et vous allez dire, écoutez, partout où il y a de la dette de notre pays qui est investi dans ces livrets ou dans ces comptes d'épargne, on vous les gèle. Vous ne pouvez plus les toucher, vous ne pouvez plus les vendre. Ce qui est aussi facile à faire à ce moment-là, c'est de dire, écoutez, on ne vous paye plus aucun intérêt sur ces livrets. Donc je pense que ça, c'est un risque à prendre en compte. Et donc, dans la même veine, entre guillemets, vous avez interdiction de faire des virements à l'international, puisque si vous envoyez des sous dont le pays dont vous faites partie a besoin à l'étranger, ça pose problème. Ces sous seraient mieux utilisés dans la dette d'État de votre propre pays pour créer votre propre souveraineté. Donc vous aurez une grande limitation de tous les virements qui sont effectués à l'étranger. L'autre point aussi, c'est que vous allez avoir toujours dans la même logique, une restriction des retraits bancaires. C'est-à-dire que si jamais vous voulez retirer un petit peu de sous pour acheter à manger, on va vous dire, mais attendez, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de retirer cet argent? Là, l'État n'est plus en capacité de vous fournir tout ce dont vous avez besoin, donc il peut y avoir un switch-off des banques pendant une certaine période. Et donc le premier élément pour commencer à lutter contre cet aspect-là, c'est d'avoir un petit peu de cash à la maison. La deuxième question dont on peut se poser, c'est mais s'il manque tellement d'argent pour financer leurs dettes, est-ce qu'ils ne seront pas tentés, en tout cas les gouvernements, est-ce qu'ils ne seront pas tentés, de ponctionner l'argent qu'il y a sur les comptes courants, en plus de les geler, entre guillemets? Eh bien, la question est très bien posée, parce que ce qu'on constate, c'est que, par exemple, en Grèce, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, ils ont trouvé d'autres solutions, qui sont pas forcément moins douloureuses, mais ils ont trouvé d'autres solutions que de ponctionner les dépôts. Par contre, à Chypre, eux, oui, ils ont ponctionné tous les comptes bancaires qui dépassaient 100 000 €, enfin en tout cas un certain nombre d'entre eux. Ils ont ponctionné le reliquat, donc si vous aviez 500 000 €, écoute, on te prend de 500 000 € à 100 000 €, donc on prend 400 000 €. Donc vous pourriez être ciblé si jamais vous avez autant d'argent que ça sur votre compte bancaire en cas de faillite de votre État. Une autre conséquence qu'on voit pas forcément là comme ça tout de suite, c'est que si votre État fait défaut sur sa dette, parce qu'il est trop endetté, s'il se retrouve dans cette situation, vous allez avoir immanquablement une baisse de valeur de votre monnaie, puisque la plupart des gens qui en auront, en tout cas qui seront extérieurs à votre pays, voudront la vendre parce qu'ils se diront, mais écoute, je sais même pas si ça vaut encore quelque chose. En fait, on est dans un pays qui fait faillite, donc la monnaie de ce pays, elle vaut plus rien. Donc vous risquez d'avoir, par une baisse de la valeur de la monnaie, une forte inflation. Alors ce qu'on peut regarder, c'est qu'en Grèce, ça n'a pas été le cas, parce qu'ils faisaient partie de la zone euro, mais ça peut très bien être possible, en tout cas si vous êtes un autre pays qui appartient pas à la zone euro, vous allez avoir une inflation forte qui contribuera à dévaluer la valeur de votre monnaie. Et même si vous êtes dans la zone euro, il est possible que la crise de la dette soit tellement grave qu'elle force le pays à sortir de cette zone pour reprendre la main sur sa propre monnaie, pour émettre des billets, ce qui alimentera l'inflation de ce pays en question. Les autres actions qui peuvent être mises en place par les gouvernements pour essayer de récupérer un petit peu de sous là où ils peuvent pour boucler leur budget avec ce problème de financement de la dette, en fait il y en a deux. Soit une hausse des impôts, très simple. Si vous dépensez beaucoup plus que ce que vous ne gagnez, vous pouvez essayer de récupérer plus d'argent dans la poche du contribuable, donc augmentation des impôts, ou alors baisse des dépenses, et donc là il y a plusieurs possibilités. C'est notamment ce qui s'est passé en Grèce. Vous avez eu à la fois une grosse hausse des impôts, donc l'impôt sur
le patrimoine, l'impôt sur le revenu, et en même temps, une baisse du niveau de vie des fonctionnaires. Donc vous avez eu une baisse du salaire des fonctionnaires à peu près de 30%. Et ça a été exactement la même chose pour les pensions de retraite. Et en France en particulier, les pensions de retraite, c'est un coût qui est relativement élevé, tout comme les fonctionnaires. Donc si jamais une situation de ce style venait à arriver, c'est obligatoire que ces deux postes de dépenses seraient coupés au moins en partie. Donc maintenant qu'on a fait un petit visuel de qu'est-ce qui pourrait arriver, comment est-ce qu'on peut s'en protéger? Déjà pour se protéger de ce qu'on pourrait appeler un contrôle d'échange ou un contrôle des capitaux. La réponse est très simple, il faut avoir le moins possible de l'argent qui soit bloqué par le gouvernement. Comment est-ce qu'on fait ça? Si par exemple vous avez, là je prends l'exemple de la France, mais si vous avez une assurance vie, si vous avez une assurance vie, vous avez déjà de l'argent qui est entre guillemets bloqué sur un compte pendant telle période, c'est pas forcément hyper facile de l'annuler ou de le récupérer. Et donc c'est d'autant plus simple de bloquer cet argent une fois qu'il y a un problème. Donc si vous voulez éviter ce genre de risque, ce qu'il vous faut avoir dans un premier temps, ce sont des comptes d'épargne qui ne sont pas liés à l'État, puisque c'est là où il sera le plus facilement amené à faire un blocage des fonds. Donc une solution à apporter à ça, c'est que plutôt que d'avoir un livret d'épargne, un livret A, un livret B, un LDD, une épargne avec de l'assurance vie. Plutôt que d'avoir tout cet éventail d'investissements qui sont plus ou moins gérés ou qui sont garantis par l'État, parce qu'il y a aussi ce risque-là, c'est que si le gouvernement fait faillite, comment est-ce qu'il peut garantir les dépôts qui sont dans une assurance vie, dans un livret d'État, puisqu'il ne peut plus en fait, puisqu'il n'a plus l'argent pour le garantir. Donc vous perdez aussi ces garanties-là. Donc pour vous protéger non seulement de ces deux risques-là, mais en tout cas de ce que je viens d'expliquer, le mieux, c'est d'avoir un compte, ce qu'on pourrait appeler un CTO, sur un courtier ou en tout cas une autre banque, qui vous permettent d'acheter directement des actifs qui vous intéressent et d'investir vous-même en connaissance de cause, en connaissance de votre risque sur des actifs réels autres que de la dette d'État français ou qui ne dépend plus justement du gouvernement français pour recevoir un rendement. Alors ça comporte un certain risque, ça c'est certain, mais c'est peut-être un risque qui est acceptable quand vous essayez de vous préparer à une éventualité où l'État ferait faillite et où il n'y aurait plus aucune garantie sur les dépôts que vous avez dans les livrets qu'il a jusqu'à présent considérés comme biens. Donc, je récapitule. Premier élément, en cas de crise financière, il risque d'y avoir un contrôle d'échange, donc vous ne pourrez plus utiliser l'argent qu'il y a sur vos comptes en banque comme vous le souhaitez. Comment est-ce qu'on essaye de résoudre ce problème? Premier point, on a un petit peu de cash à la maison pour éviter ce risque-là. Et deuxième point, on investit non pas dans des livrets d'épargne gérés par l'État, où le rendement est géré par l'État, où l'argent positionné est géré par l'État, on investit dans ses propres outils d'investissement, dans des actifs dont on décide nous-mêmes l'allocation patrimoniale, c'est-à-dire que vous allez acheter telle action ou telle autre action ou telle dette d'État d'un autre pays, mais c'est vous-même qui avez la gestion de ces actifs. Donc ça, c'est les deux points qui vous permettent d'être un peu plus résilient face à un risque de défaut et de crise financière de votre État. Le troisième point qu'on peut mettre en place, c'est une sécurité complémentaire. C'est que si je prends l'exemple de la France, vous avez un IBAN français. Vous avez un IBAN français, donc si jamais le problème est d'autant plus grand que ce qu'il a été en Grèce ou dans les autres pays qu'on a expliqué jusqu'à présent, il peut très bien avoir une tentation de prendre une partie de vos dépôts. Pour éviter ça, si vous n'avez pas de compte bancaire français, ou en tout cas si une partie de vos fonds est hébergée sur une banque qui est dans un autre pays que la France, eh ben, il ne pourra rien vous arriver. Donc, troisième étape, vous pouvez créer un compte bancaire dans un pays qui est différent que le pays dans lequel vous résidez pour vous exposer non plus au risque de votre pays, mais au risque d'un autre pays. Donc ça, c'est une étape supplémentaire qui permet de vous gagner en résilience. C'est que si votre pays a un problème, votre argent, il est ailleurs. Dans la même logique, si jamais ce sont des choses qui vous intéressent, vous pouvez vous renseigner sur comment on fait l'acquisition, par exemple de Bitcoin, puisque c'est une monnaie qui est décentralisée et donc qui sera pas forcément autant sujette à un blocage et à un contrôle d'échange, puisque c'est vous qui aurez la possibilité de l'échanger un peu comme vous le souhaitez. Il est possible qu'ils essaient aussi de mettre la main là-dessus, mais si vous la détenez en propre, sur votre propre clé USB, ça ne sera pas possible de venir la récupérer pour vous. Enfin, un dernier élément, c'est que si jamais il y a un risque de cette nature qui s'applique pour l'état dans lequel vous résidez, une des choses à faire en tout premier lieu, je pense, et qui se passe même avant de récupérer un petit peu de cash et de le mettre sous votre matelas, pensez à faire des petites réserves. Ça peut être un petit peu des réserves d'eau, ça peut être un petit peu des réserves de boîtes, voilà, avec de la nourriture, ça peut être tout un tas de petites choses utiles qui seront complètement vidées des supermarchés le jour où il y aura un problème. Parce que vous pouvez être certain que
si jamais il y a contrôle d'échange égale pénurie. Donc vous allez vous retrouver, comme ce qu'on a pu voir pendant le Covid, avec un manque de papier toilette, avec un manque de pâtes, avec un manque de certaines denrées que vous aurez envie et que vous aurez besoin d'utiliser à ce moment-là. Donc préparez des petits stocks au cas où cette éventualité arrive. Donc voilà, c'était à peu près tout. Donc voilà, je récapitule les 4 conseils dans le cas où votre État ferait faillite. Premièrement, avoir un peu de cash à la maison, parce que si les banques ferment, vous serez bien content de l'avoir. Deuxième point, avoir autre chose dans votre patrimoine que des livrets d'État réglementés dont il peut décider du jour au lendemain de baisser le rendement ou de bloquer les fonds qu'il y a dessus. Troisième point, si vous souhaitez une diversification supplémentaire, renseignez-vous sur la création d'un compte bancaire à l'étranger. Ça peut être, je sais pas, en Allemagne, en Suisse pour ceux qui ont la possibilité, enfin en tout cas dans un autre pays qui dépendra d'une autre juridiction, et de mettre des fonds dessus. Dans la même veine, vous pouvez acheter un petit peu de Bitcoin, mais c'est pas un conseil en investissement, ça c'est vous qui êtes libre de faire ce que vous voulez. Et enfin, quatrième point, faites en sorte d'avoir un petit peu de réserve devant chez vous, parce que s'il y a une crise de la dette qui approche, vous pouvez être certain que vous ne trouverez pas de papier cul dans les rayons. Donc voilà, c'était Bastien, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt.